un petit peu répondre à tous les détracteurs de ce type d'éducation parce qu'il y en a énormément sur les réseaux sociaux. L'éducation empathique, l'éducation bienveillante est beaucoup trop souvent rattachée à une forme de laxisme. On nous fait croire qu'on va en faire des enfants rois, qu'on ne les prépare pas à toutes les frustrations qu'ils vont pouvoir rencontrer dans la vie. Mais c'est tout l'inverse en fait. C'est tout l'inverse parce qu'en fait, on crée des enfants avec un respect d'eux-mêmes, de leur volonté, de leur nom. C'est-à-dire que quand leur nom est accepté à la maison, ils auront beaucoup moins de mal à le faire accepter dehors. C'est-à-dire que pour eux, l'intolérable ne sera pas toléré. Et je reprends mon exemple. Moi qui ai eu du coup vraiment une éducation la plus classique possible, années 90 et tout ça, on m'a appris à tolérer l'intolérable, ce qui fait que plus tard, je me suis retrouvée moi-même dans une relation qui était absolument inacceptable et dont j'ai accepté la violence parce que elle arrivait comme sur le fil conducteur de ma vie, qui était d'accepter que mon nom pouvait ne pas être accepté et que c'était absolument pas de la faute de celui qui ne l'acceptait pas, que toutes ces notions de consentement et tout ça, et en fait, du coup, c'était OK qu'on ne les respecte pas parce qu'elles n'avaient pas été respectées quand j'étais jeune. Et puis, voilà, la violence verbale, la violence psychologique, le chantage affectif et tout ça, c'était des choses que je connaissais déjà et qui avaient déjà été formulées par des gens qui m'aimaient. Donc, pour moi, c'était compatible. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de parentalité ancestrale. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet de la violence. Force est de constater que ce soit dans les relations interpersonnelles, dans le couple, à l'école ou dans les bureaux, dans les entreprises, la violence est présente. D'où est-ce qu'elle vient? Où est-ce qu'elle commence? Et comment est-ce qu'on peut faire pour l'enrayer? Ce sujet que j'ai envie d'explorer aujourd'hui, j'ai invité une femme extraordinaire, Fanny Vella, que j'aime particulièrement, qui va me parler de sa vision et de sa transmission sur ce sujet. Bonjour Fanny. Bonjour Nadège. Je suis vraiment enchantée de te voir ici. Est-ce que tu pourrais te présenter pour celles qui ne te connaissent peut-être pas? Eh bien, déjà, merci du fond du cœur pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de voir que mon travail parle et donne envie de me faire parler. Donc, alors, effectivement, je suis Fanny Vella. Je suis autrice et illustratrice depuis 4 ans maintenant. Et alors, mon parcours, en fait, ça fait que 4 ans que je suis illustratrice parce qu'avant ça, je travaillais plutôt dans le domaine du social. Je faisais de l'accompagnement d'enfants porteurs de handicap. Et c'était un métier dans lequel je me plaisais pleinement, qui me donnait un sentiment d'utilité assez phénoménal et que je pensais à l'époque, quitter pour rien au monde. Et la vie a mis sur mon chemin un petit bébé qui s'est installé et qui a été une merveilleuse surprise. Et donc, pendant mon congé maternité, pour m'occuper, j'ai commencé à dessiner. C'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Et en fait, à l'époque, je partageais des illustrations sur des thématiques, voilà, c'était pas très clivant. Je parlais des petits déboires des femmes enceintes, voilà, des hormones, du poids et tout ça. Bon, ça a trouvé un lectorat, ça s'est partagé. Et grâce au bouche à oreille, j'ai commencé à recevoir des messages de gens qui voulaient passer commande. À ce moment-là, je venais d'avoir ma fille et je me suis dit, ma priorité, c'est ma fille. Il faut que je sois avec elle le maximum de mon temps. Donc, plutôt que de reprendre le boulot avec un congé maternité qui me semblait trop court, je me suis dit, je vais tenter de me lancer dans l'illustration. Et ça a pris, donc j'ai pu recevoir des commandes et vite s'est installée quand même la petite frustration d'avoir quitté un métier qui me permettait vraiment de me sentir utile, d'avoir l'impression de faire, de contribuer à quelque chose. Donc j'ai cherché comment allier à la fois cette passion de l'image avec
ce besoin de faire bouger les lignes, d'apporter voilà, ma pierre à l'édifice. Donc, tout naturellement s'est installé en fait dans mes illustrations, des thématiques qui pouvaient soulever des questionnements, poser des questions et peut-être faire bouger un petit peu les mentalités. Donc, c'est pour ça que tout naturellement, comme je devenais maman, j'ai commencé à parler des violences qu'on appelle éducatives ordinaires. Et puis, par la suite, des violences conjugales. Et on verra plus tard qu'en fait, elles sont fondamentalement liées. Dans parentalité ancestrale, nous avons 3 grands moments. Le premier moment que tu as répondu en parlant un peu de qui tu es. Et le deuxième moment, c'est le moment vérité. Et il s'agit en fait de choisir en 3 couleurs. Parce que dans la sagesse ancestrale, chaque couleur a un sens. Par exemple, la couleur noire représente l'expérience, la couleur verte représente le lien, la nature ou le lien. Et la couleur or, que j'affectionne particulièrement et que tu portes, représente les valeurs. Donc, entre noir, vert et or, qu'est-ce que tu choisirais? Dans mon lien avec ma parentalité à moi? Ça fait oui. Ah, c'est dur. Elles sont toutes trop intéressantes. Je pense... Avoue quelque chose. Je trouve toujours un moyen de te faire répondre aux autres questions dans la prochaine partie. Eh bien, je pense que je partirais sur le noir, l'expérience en fait. Merci. C'est vraiment important de déposer. Mon intention avec cette émission, c'est vraiment d'avoir différentes personnes qui viennent déposer leur expérience, justement leur vision de la parentalité. Eh bien, voilà. Qu'est-ce que la maternité a changé dans ta vie? Tout. Alors bon, on le sait, hein, genre ça change tout d'avoir un enfant. On revoit toutes nos priorités et puis on n'est plus au centre de sa vie, c'est-à-dire qu'en fait, on ne voit plus que par le spectre de notre enfant et c'est-à-dire que j'en parlais hier avec une amie et on parlait de politique et je m'étais dit que je m'y étais jamais tant intéressée que depuis que j'étais maman parce que elle ne me concernait plus que moi, elle concernait le futur de ma fille et de mes enfants d'ailleurs parce que je suis enceinte de mon deuxième bébé. Oh, félicitations! Donc oui, j'ai revu toutes mes priorités et même les thématiques qui me plaisaient à l'époque, elles ont pris une toute autre envergure avec l'arrivée de cet enfant et elle m'a changé profondément moi en tant que personne parce que une fois ma fille venue au monde, j'ai commencé à vouloir prendre soin de moi, ce qui est un petit peu, un petit peu étonnant parce que généralement on n'a plus le temps de s'occuper de soi. Mais en fait, je me suis dit que pour être la maman que j'avais vraiment envie de devenir, il fallait que je puisse dégager des boulets qui étaient attachés à mes pieds depuis longtemps et qui étaient attachés même parfois historiquement, ancestralement au pied de toutes les générations avant moi et qu'on se passe de génération en génération. Donc, je me suis dit que c'était important de pouvoir travailler sur tout ça pour arriver et faire page blanche avec ma fille. Donc, voilà, créer une toute nouvelle relation et qui ne serait pas entachée voilà, par des souffrances liées à l'enfance, ce genre de choses. Et donc, dans ce travail thérapeutique que j'ai fait, j'ai pu découvrir plusieurs choses, c'est-à-dire que je portais une rancœur et un sentiment d'injustice assez profond, profondément ancré en moi, lié à mon enfance et à mon éducation. Et qu'en plus, j'ai découvert que j'avais toléré des choses plus tard dans ma vie qui m'avaient semblé parfaitement banales à l'époque. Enfin, banales. On va dire que je n'en faisais pas toute une montagne, mais il s'est trouvé que moi, j'ai vécu une relation toxique et violente et que je ne m'en suis pas rendu compte sur l'instant. Il m'a fallu cette thérapie. Et donc, grâce à ça, donc grâce à l'arrivée de ma fille, j'ai pu prendre en main toutes ces thématiques-là, réussir à m'en défaire, réussir à faire la paix avec moi, c'est-à-dire accepter que oui, j'avais pu être victime et que c'était pas de ma faute et que voilà, j'ai pu relier un petit peu toutes les lignes de ma vie pour comprendre d'où ça venait et c'est pour ça que le partage d'expérience est primordial pour moi, c'est que quand on comprend ce qui a pu nous arriver, qu'on peut le partager, on offre aussi aux gens la possibilité de s'identifier à ce que nous, on a pu vivre, ce par quoi on a pu passer, et pouvoir eux-mêmes trouver les premières clés pour ouvrir les portes un petit peu de l'inconscient et aller fouiller
dans le passé et tout ça pour comprendre pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on a croisé le chemin de telle personne et pourquoi on a fait ce choix-là, etc. C'est tellement, tellement vrai et profond ce que tu partages. Mais une des choses qui me tient à cœur, moi, personnellement, et qui fait que je fais cette émission, c'est ça, c'est que justement, on est des êtres de lien, on guérit par la parole. La parole guérit, donc ça libère la personne qui la dépose et la personne qui la reçoit, ça la libère aussi parce qu'elle peut contacter des choses en elle qu'elle ne voyait pas. Et justement, ça me fait penser au titre de ton tout premier livre, Et si on changeait d'angle. Et pour moi, c'est tellement ça. Donc, ça amène, donc ta parole amène à changer d'angle, à changer de vision, à voir des choses différemment. Et j'ai été particulièrement touchée par le fait que tu dis que tu as vécu une relation toxique sans t'en rendre compte, parce que parfois nous vivons, nous faisons des choses, donc sans nous en rendre compte. Et c'est le sujet aujourd'hui, on parlera un petit peu de violence éducative ordinaire. En tout cas, d'abord, merci pour ce partage hyper important qui me touche vraiment très, très fort. On va arriver au deuxième grand moment de cette émission qui est donc la vision de l'invité. Et au fond, on a déjà commencé puisqu'on parlait de ton expérience. Je reviens sur cette question importante. Donc, tu as partagé ton expérience par rapport à la violence et là, on a entendu l'injustice dans ton enfance et puis la violence que tu as pu vivre dans une relation passée. Quelle est ta vision, toi, aujourd'hui, de l'enfance et de la violence? Donc, qu'est-ce que la violence éducative ordinaire? Et voilà, sois libre de nous partager un petit peu ta vision sur ce sujet. Alors, ma vision sur le sujet, elle est très, très douce désormais. C'est-à-dire que j'accepte de me rendre compte qu'aujourd'hui, nous, jeunes parents, on a la chance d'avoir à notre portée, à notre disposition des informations liées à la recherche, aux neurosciences qui nous permettent de réajuster notre comportement. Et je pense que c'est important de ne pas culpabiliser quand on n'a pas su les mettre en place dès le départ. C'est important de ne pas culpabiliser quand on est des parents un peu plus âgés avec des grands enfants, de ne pas avoir su les dégâts en fait que peuvent causer en fait ces violences éducatives ordinaires. Donc les violences éducatives ordinaires, c'est par exemple laisser pleurer son enfant sous prétexte que c'est la meilleure chose pour lui, pour qu'il puisse s'endormir parce qu'il ne faut pas qu'il s'habitue au bras, ce genre de choses. Tout ce qui est chantage affectif, punition, surtout les punitions qui ne font pas sens, c'est-à-dire les punitions dans le temps, il se passe quelque chose le matin et on punit pour le soir, parce que ça ne fait plus sens dans la tête d'un enfant. En fait, je pense que c'est primordial de dire à ces parents qui ont agi comme ça qu'ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient, avec l'information qu'ils avaient et que, évidemment, que la plupart des parents font ce qui leur semble être le mieux pour leur enfant. Personne, enfin, très peu de gens, il y en a, n'a un enfant et ne lui souhaite, souhaite créer ce lien basé sur des rapports de force. Pas du tout. Évidemment qu'on a fait avec ce qu'on avait. Je me fais sourire parce que j'aime beaucoup dire qu'il n'y a pas de parents malveillants. En tout cas, très, très peu, hein, comme tu dis, très, très peu de parents sont malveillants. Donc, c'est vraiment avec les meilleures intentions du monde qu'ils font des erreurs. Et c'est vrai Bien sûr. culpabiliser. Et puis, il faut sortir de cet état de culpabilité qui peut, du coup, braquer quand on propose d'autres choses, parce que c'est toujours plus facile de se dire, plutôt que de se dire ce que j'ai fait n'était pas la meilleure chose, ce qui peut être hyper violent, on préfère se braquer en se disant, non, c'est cette façon de voir les choses, cette façon de voir l'éducation qui apporte un peu plus d'empathie dans les liens et tout ça, on a plutôt tendance à se braquer contre parce que c'est moins violent. Aujourd'hui, moi, ce que je me dis, c'est que c'est important d'ouvrir un petit peu, du coup, son esprit aux nouvelles choses qui nous sont apportées. C'est pas une nouvelle mode, c'est quand même des faits qui sont basés sur la science, qui sont basés sur des années d'études et d'observation des enfants. Et on se doit aujourd'hui, nous, d'accepter de changer les choses, de changer de paradigme et surtout d'accepter de complètement modifier toute la structure de nos valeurs et de nos rapports entre adultes et enfants parce que c'est ancré depuis si longtemps, c'est tellement présent dans les médias, dans les films, dans les livres que parfois
même quand on est sur un chemin de réajustement depuis des années, on se rend compte encore qu'il y a des choses qu'on dit ou qu'on fait qui sont encore à réajuster. Moi, par exemple, en ce moment, je travaille sur les notions en fait, de sexisme dans l'éducation et je me rends compte que j'ai encore des réflexes qui me dérangent mais profondément. Et par exemple, là, j'attends un petit garçon. Et hier soir, j'ai dit un truc à mon conjoint, mais j'étais étonnée de moi-même. Je lui ai dit un truc genre, oui, là, il faut que je mange parce qu'il faut que je nourrisse ton petit rugbyman. Et je me suis dit, mais comment j'ai pu dire un truc pareil? Genre, et je pense qu'à l'époque, je n'aurais pas dit ça de ma fille parce que je portais une petite fille et que du coup, je sais pas. Et ça m'a choquée en fait. Hier, je me suis dit, bon, j'ai encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Moi, encore pour transformer les réflexes que j'ai liés à la projection sur l'enfant que ça va être parce que c'est un garçon, parce que c'est une fille. Donc voilà, je parlais de sexisme, mais c'est sur plein de thématiques, même des thématiques racistes. En fait, on ne se rend pas compte encore de certains termes qu'on peut aborder qui ne nous choquent pas parce qu'ils sont tellement ancrés et installés. Et comme on ne se considère pas comme raciste, on dit mais quand je le dis, c'est pas du tout raciste. Et aujourd'hui, il faut accepter d'être remis en question du coup par les premiers concernés. Et ça tombe très bien que ce soit toi qui sois en face de moi, Nadège, aujourd'hui, parce qu'on a besoin d'avoir des gens avec une expérience différente de la nôtre qui sont directement impliqués dans les thématiques et les problématiques pour pouvoir nous remettre sur un chemin. Et c'est important de pouvoir leur donner l'espace de parole que ça nécessite, de donner de la crédibilité à leurs paroles et de ne pas tout le temps remettre en question les nouveaux termes qu'on essaye d'apporter, les nouvelles interactions qu'on essaye de modifier sous prétexte qu'on a toujours fait comme ça et que ça n'a jamais posé problème. Ah bah si, ça posait problème. Sinon, on essaie pas de changer les choses aujourd'hui. Absolument. Mais je tiens justement à redire, parce que tu l'as déjà dit dans la première partie, mais je tiens à redire que si certaines personnes ont tellement de mal à accepter, à se remettre en question, c'est aussi par loyauté familiale, par le fait que c'est hyper douloureux de se dire, si mes parents m'ont infligé ça, comment est-ce que je peux continuer à les aimer en fait? Donc, c'est un vrai chemin, c'est un vrai travail thérapeutique à faire, de déconstruire, de voir que mes parents, OK, ils ont pu m'infliger des choses qui sont terribles parfois, mais en fait, ils ne l'ont pas fait exprès et ça ne veut pas dire qu'ils ne m'aiment pas. Ils ont vraiment fait de leur mieux avec les croyances qu'ils avaient et les idées qu'ils avaient et puis faire la paix avec soi, comme tu l'as fait, hein, faire vraiment la paix avec ça et puis continuer à avancer et à se remettre en question. Et je pense aussi que c'est un chemin. C'est un chemin. Il faut beaucoup d'autocompassion envers soi-même parce que c'est vrai qu'on peut se surprendre. Moi, j'ai une fille qui a 8 ans et j'ai des jumeaux qui ont presque 6 ans. Et c'est vrai que, oui, il arrive parfois de temps en temps que je me dise, je ne sais pas, non, non, laisse les garçons, la semaine passée, je crois que j'ai un de mes fils qui est hyper costaud, enfin, il est vraiment costaud. Et pas parce que c'est un garçon, mais parce que lui, il est costaud, quoi, tout simplement, puisque son frère jumeau, qui a le même âge, enfin, jumeau, quoi, n'est pas aussi fort. Et donc, j'ai dit à ma fille, non, non, laisse ton frère, c'est un garçon, il est plus fort. Et effectivement, qu'est-ce que je raconte? Ça n'a rien à voir. Mais donc, il faut beaucoup d'autocompassion, mais de comprendre aussi et transmettre ça aux enfants. Transmettre ça aux enfants, c'est hyper important. Et moi, mon expérience que j'ai déjà partagée plusieurs fois dans cette émission, c'est que moi aussi, j'ai eu une éducation assez traditionnelle. Et puis, j'ai rencontré il y a 4 ans des peuples premiers. Hein. J'ai eu beaucoup de chance de les rencontrer. C'est un tout petit peuple qui parcourt 15 pays d'Afrique. Il y en a de moins en moins qui, justement, élèvent leurs enfants sans connaître les neurosciences, mais connectés à ça, à cette façon d'être et de faire, moi, J'étais allée dans ce petit village en étant une maman épuisée et je pensais être une maman bienveillante. J'étais vraiment dans une posture de bienveillance. Et là, j'ai vu une autre façon d'être avec l'enfant. Ils avaient des notions, donc ils n'avaient pas les connaissances scientifiques que nous, on peut avoir aujourd'hui, mais ils avaient cette notion, ils appellent ça la nature de l'enfant. Donc tout le temps, que quand moi je disais, oh mon fils, il fait ci, mais enfin, franchement, il dit, mais c'est la nature de l'enfant. Donc eux, ils sont dans une acceptation de l'enfant que moi, malgré mes connaissances et malgré mes efforts, je n'avais pas. Donc, c'est vraiment important de se dire qu'il y a quelques milliers d'années, on savait, et on savait à l'intérieur de soi. Je pense que la plupart des mamans, quand elles se connectent à l'intérieur, elles sentent bien. Quand on dit laisse pleurer ton enfant ou ne lui donne pas, enfin, il faut laisser un espace de 3 heures entre 2 biberons ou deux allaitements.
c'est hyper violent. Donc, comment est-ce que je fais quand mon enfant, il a mangé il y a 1 heure et qu'il est en train de pleurer et que je dis, mais non, tu n'as pas le droit de manger parce que il faut encore attendre 2 heures et je te laisse pleurer, j'ai mal au cœur, mais je fais la bonne chose parce que quelqu'un à l'extérieur l'a dit. C'est totalement absurde. Et c'est très, très ancré encore. Hein. Moi, j'ai encore entendu récemment un pédiatre dire ça à une personne et moi, je lui ai posé la question, mais si toi, Fanny, tu bois, je te donne de l'eau à boire et que tu tends ta main pour prendre encore ton verre, je te dirais, ah non, tu as bu, il y a 5 minutes, tu attendras 2 heures. J'adore cet exemple. Voilà, quand je lisais ton livre, et si on changeait d'angle, mais j'ai pensé à toutes ces fois où, toutes ces choses banales que les gens, ils sortent et que si on changeait, donc si on changeait la personne, c'est différent, quoi. On n'oserait plus faire ça. Je vous recommande vivement d'acheter, et si on changeait d'angle, dans la description de cette vidéo, je vous mettrai les liens pour acheter les bandes dessinées de Fanny qui vont, en fait, ce sont la violence éducative ordinaire, pour moi, c'est des notions qu'on ne peut pas seulement expliquer, parce qu'on pourrait y passer des heures, mais les dessins de Fanny, une image vaut mieux que 1000 mots. Je crois que c'est vraiment ça. Et donc, merci pour ton fabuleux travail. C'est vraiment important. Non, c'est gentil. C'était trop intéressant tout ce que tu disais. Ça me fait penser au livre Le concept du continuum de Jean Guedloff. Oui. Et justement, ce truc, en fait, on a été déconnecté en fait de notre de ce lien et de l'écoute en fait des besoins. Et c'est fou parce qu'aujourd'hui, les pleurs d'un enfant, on veut les faire cesser à tout prix et on ne trouve pas conseil auprès des gens auprès de qui on veut les prendre. On ne trouve pas conseil avisé, c'est-à-dire que la plupart des pédiatres ne sont pas formés pour répondre en fait à nos questionnements de parents. Et généralement, souvent, un pédiatre, quand on va lui expliquer que notre enfant pleure, il va nous dire bah, mettez-le au sein ou donnez-lui quelque chose à manger, peut-être que ça va le calmer. On ne répond pas à tous les types de pleurs par la nourriture. Je veux dire, à un moment donné, je pense que c'est possible de se reconnecter à son enfant pour essayer de comprendre et décrypter les pleurs. Et en fait, tous les pleurs sont importants. On ne négligerait pas les pleurs d'un adulte. Pourquoi négliger celui d'un enfant et pourquoi toujours les associer à des besoins physiologiques alors que parfois c'est des besoins émotionnels et un tout petit évidemment a besoin parfois de réassurance, d'être consolé, de sentir voilà qu'il est chéri. Donc tous les pleurs doivent être considérés et aucun ne doit être pris pour un caprice, encore plus quand il s'agit de tout petits. Enfin moi je me rappelle qu'on me disait que ma fille de 1 mois faisait des caprices quand elle pleurait et j'étais là non mais attendez, j'avais même pas encore lu quoi que ce soit sur les neurosciences mais j'étais là attendez, mais elle vient juste de sortir de mon ventre. Comment vous pouvez penser qu'elle me manipule? Elle s'est même pas cligner des yeux. Enfin, c'est pas. Donc pour moi, c'était assez fou. Et je voulais rebondir aussi sur. Tout à l'heure, tu parlais d'être bienveillant avec soi-même. Et moi, il y a vraiment quelque chose que j'ai appris à faire dans ces 4 ans. Ça fait pas beaucoup de temps, hein, ça fait 4 ans que je suis maman. Mais dans ces 4 ans de parentalité, c'est que j'ai accepté en fait mes erreurs. Et en fait, elles sont OK et elles sont même nécessaires. Et en fait, accepter ses erreurs et savoir s'excuser, c'est la clé de cette éducation qui se veut empathique, au-delà même de bienveillante ou quoi que ce soit. C'est une éducation qui se veut douce et empathique. Et l'empathie passe par le droit à l'erreur. Et d'ailleurs, c'est primordial. Moi, ma fille, j'ai pas envie de lui montrer une sorte d'exemple de mère parfaite qui ne fait pas d'erreur, qui déborde jamais. Pas du tout. Hein. Moi, je suis sanguine, j'explose. Parfois, j'ai pas de raison de m'énerver. Et quand je m'en rends compte, je m'excuse. Et ça, c'est magique parce qu'en fait, on apprend à l'enfant que l'erreur est humaine et que c'est possible de s'excuser. Et d'ailleurs, j'en profite pour venir un petit peu répondre à tous les détracteurs de ce type d'éducation parce qu'il y en a énormément sur les réseaux sociaux. L'éducation empathique, l'éducation bienveillante est beaucoup trop souvent rattachée à une forme de laxisme. On nous fait croire qu'on va en faire des enfants rois, qu'on ne les prépare pas à toutes les frustrations qu'ils vont pouvoir rencontrer dans la vie. Mais c'est tout l'inverse en fait. C'est tout l'inverse parce qu'en fait, on crée des enfants avec un respect d'eux-mêmes, de leur volonté, de leur nom. C'est-à-dire que quand leur nom est accepté à la maison, ils auront beaucoup moins de mal à le faire accepter dehors. C'est-à-dire que pour eux, l'intolérable ne sera pas toléré. Et je reprends mon exemple.
moi qui ai eu du coup vraiment une éducation la plus classique possible, années 90 et tout ça, on m'a appris à tolérer l'intolérable, ce qui fait que plus tard, je me suis retrouvée moi-même dans une relation qui était absolument inacceptable et dont j'ai accepté la violence parce que elle arrivait comme sur le fil conducteur de ma vie, qui était d'accepter que mon nom pouvait ne pas être accepté et que c'était absolument pas de la faute de celui qui ne l'acceptait pas, que toutes ces notions de consentement et tout ça, et ben en fait du coup c'était ok qu'on ne les respecte pas parce qu'elles n'avaient pas été respectées quand j'étais jeune. Et puis, voilà, la violence verbale, la violence psychologique, le chantage affectif et tout ça, c'était des choses que je connaissais déjà et qui avaient déjà été formulées par des gens qui m'aimaient. Donc, pour moi, c'était compatible avec l'amour, en fait. Donc, voilà, je suis un peu partie sur tous les terrains, mais c'était important. C'est important. Merci beaucoup. De toute façon, c'est là où je t'amenais tout doucement. Parce que si moi, je fais cette émission, c'est vraiment parce que j'ai un cri de cœur qui est vraiment de... Et c'est faisons quelque chose pour changer le monde, pour changer les mentalités, pour faire bouger les lignes, en tout cas pour faire réfléchir, bousculer. Et comme tu dis, c'est OK les détraqueurs. Et c'est très bien, au contraire, ils sont très intéressants parce que tant qu'ils critiquent et qu'ils ruent dans les braquards, ça travaille, ils entendent le message. Donc moi, j'ai envie de dire deux choses. Donc, comme on l'a déjà dit, première chose, c'est que ça bouscule des choses en soi, dit de se remettre en question. Et puis, ça bouscule des choses qui sont passées dans le transgénérationnel. Donc, mes parents avaient tort, mes grands-parents avaient tort. Donc, ça fait, voilà. Donc, c'est très, très douloureux et c'est OK qu'ils se sentent oppressés comme ça. Moi, j'ai partagé un post qui a eu beaucoup de succès sur les réseaux il y a quelques temps où je disais, ma fille, elle avait 14 mois quand elle m'a giflé. Donc, c'était moi, j'étais dans une démarche d'éducation. Moi, je ne dis pas bienveillante parce qu'il n'y a pas d'éducation malveillante. Donc, du coup, voilà, j'aime beaucoup parler d'éducation consciente ou éclairée. Et donc, en tout cas, présente. J'ai une éducation présente, ouverte, attentive, empathique. Et elle m'a giflé, ma fille. Donc, c'était waouh! Ça a été un des moments les plus forts de ma vie. J'en ai eu plein d'autres. Donc, je lui disais, non, il faut aller faire ta sieste. Je me suis abaissée à son niveau pour lui expliquer dans les yeux qu'il était temps qu'elle aille à la sieste. Et waouh! Et là, ça a été dans ma tête, t'imagines, le dialogue de fou entre mon envie de la gifler à mon tour, mais elle ne me respecte pas, mais comment je vais lui apprendre le respect? Mais c'est pas possible, mais la violence n'est pas acceptée. Donc, ça a été, j'étais tétanisée en fait pendant quelques minutes, heureusement. J'ai bien respiré et je lui ai dit, oh non, on ne peut pas taper, c'est inacceptable, ni de toi envers moi, ni de moi envers toi. Et on a pu discuter à partir de là et c'est quelque chose dont on a parlé plusieurs fois et elle s'en souvient très bien. Et d'ailleurs, elle a créé la phrase, j'ai fait une petite story dans les réseaux sociaux qui était ma fille qui disait « La colère, c'est OK, la violence, c'est interdit ». Et donc, moi, ce terme de violence est très, très important à aborder parce que, donc, il y a la violence verbale, la violence dans l'attitude, la violence aussi quand on a des comportements fuyants, quand on ne répond pas, quand on ignore l'autre, on le méprise, etc. Et c'est très, très souvent utilisé contre les enfants. Et comme tu dis, en fait, c'est ça qui crée, on augmente en fait la tolérance de l'enfant à l'inacceptable, à la violence. Et du coup, plus tard, que ce soit dans sa relation de couple ou dans sa relation avec ses amis, il y a des choses terribles qui se passent dans les écoles avec du mobbing et du chantage et des adolescents qui se suicident. La violence donc, dans les entreprises, sur les lieux de travail, il y a des gens qui sont mal dans le travail, qui vont au travail de nœuds dans le ventre. Et puis, bien sûr, il y a la violence des hommes envers les femmes et l'inverse aussi, hein, enfin, en tout cas en général, quoi. Et tout ça vient des graines qu'on sème dans le cœur des enfants. Comment est-ce qu'on peut faire pour enrayer ça? Pour, en tout cas, semer des graines, évidemment. Ce n'est pas un coup de baguette magique pour changer, mais quels sont les premiers pas? Donc, peut-être qu'une personne qui nous écoute se dit, ah oui, c'est vrai, là, je réalise que je suis un petit peu dans la violence avec mes enfants. OK, je ne vais pas être coupable, mais j'ai vraiment envie de changer quelque chose. Par où on commence? Sortir de la solitude déjà, parce que c'est des thématiques qui font jouer beaucoup de choses, comme tu le dis. Ça fait
bouger beaucoup de cordes, c'est-à-dire que même sans être parent, s'intéresser à toute cette thématique sur les violences éducatives ordinaires et sur l'impact de l'éducation sur la construction de soi, c'est aussi travailler sur l'enfant en soi. Et on n'a pas besoin d'être parent pour s'intéresser à cette thématique. On a tous été les enfants de quelqu'un un jour, on a tous été éduqués un jour. Et pour moi, c'est important de ne pas vivre ça seul parce que ça peut faire bouger tellement de choses violemment que c'est important de vivre ça groupé. Donc pas forcément physiquement, mais trouver des groupes de parole, trouver des supports sur les réseaux sociaux, pouvoir échanger avec les gens, pouvoir noter ses doutes et c'est pas mon cas, je suis jamais tombée sur des groupes comme ça, mais je sais qu'il existe aussi des groupes avec beaucoup de jugement et que ce sont ce genre de groupes qui font beaucoup de tort à toutes les personnes qui essayent de communiquer en fait sur ces nouvelles façons d'éduquer les enfants. Et aujourd'hui, c'est important que les personnes qui se sentent seules et désarmées puissent trouver des gens à qui poser des questions, puissent trouver des professionnels formés à qui poser des questions. Et c'est donc pour moi la clé aujourd'hui, c'est de pouvoir déjà former les personnes qui accompagnent les parents et les personnes qui accompagnent les enfants. Donc c'est-à-dire créer de plus en plus de formations auprès des assistants maternels par exemple pour les crèches, des instituteurs, parce que la violence institutionnelle elle est dramatique. Enfin moi actuellement, j'ai dans l'école primaire qui est à côté de l'école maternelle de ma fille, il se passe des histoires avec un seul adulte qui sont juste innommables et je ne comprends même pas qu'elles soient tolérées comme ça et qu'elles ne soient pas immédiatement rayées pour protéger une classe entière d'enfants. Mais c'est important voilà, de former les professionnels, former les pédiatres et former même avant même l'accouchement, les personnes qui accompagnent les accouchements. On parle beaucoup des violences obstétricales aujourd'hui. Je pense qu'elles sont déjà un bon accompagnement, un accompagnement bienveillant dès l'accouchement, donc dès la venue au monde du bébé, les premières heures qui se jouent, les premiers jours qui se jouent, qui sont primordiaux pour créer le lien parent-enfant, donner de l'assurance aux parents et de pouvoir leur donner clé en main beaucoup de pistes pour pouvoir avancer et ne pas être complètement désarmé face à l'arrivée de ce petit bébé, c'est vraiment pour moi la priorité. Et une fois qu'on aura mis entre les mains des professionnels de vrais termes, de vraies solutions à apporter face à l'interrogation de ses parents, et ben déjà on pourra planter des graines parce qu'ils communiqueront à ses parents, qui communiqueront eux-mêmes à leur entourage, qui communiqueront à leurs propres enfants et qui pourront plus tard... ça va être un long chemin, mais aujourd'hui, c'est la thématique la plus importante et j'ose même pas parler de politique parce qu'en fait, pour moi, la clé, ce serait que quelqu'un, dans les hautes instances, puisse prendre en main cette thématique parce que si, je le dis à chaque fois, mais en fait, je me dis, si on prend à bras-le-corps les problèmes liés à la violence dans l'éducation, on s'attaque à toutes les thématiques. Enfin, je veux dire, on peut tout enrayer. Avec de la bienveillance et de l'empathie dans l'éducation, on enraye tous les problèmes de sexisme, de racisme. Donc, s'attaquer à la violence, c'est s'attaquer en fait à la racine de ce qui gangrène l'humanité, tout simplement. Et ce que moi, j'ai envie de rappeler aussi, ce sujet, comme tu vois, ça me touche beaucoup, hein, ça me fait vraiment des larmes aux yeux, c'est que la violence éducative ordinaire, donc celle qu'on fait subir à nos enfants, inconsciemment ou pas, enfin souvent très inconsciemment, je tiens à le dire, ça devient la voix intérieure de l'enfant. Donc, c'est comme ça que beaucoup de personnes sont violentes envers eux-mêmes. Donc, ça commence déjà aussi là. Donc, quand on fait quelque chose et qu'on dit « Oh, je suis nulle, je suis conne, je suis stupide » et qu'on se dit des mots comme ça, on ne peut pas être bienveillant envers les autres quand on n'est pas envers soi, quoi. Voilà ce que ton partage m'a suscité en moi. Merci beaucoup pour ce partage hyper important. Je suis vraiment contente d'être en face de toi et de partager ça avec toi parce que tu as une façon d'amener ça qui est tellement claire et évident, en fait. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ce que tu as mis dans ton livre « Et si on changeait d'encre » ? Bien sûr. Bon, merci Nadège parce que tu m'as émue aussi du coup. Alors, Et si on changeait d'angle, c'est un livre qui aborde à travers
une vingtaine d'images, plus une BD de 30 pages, les rapports parents-enfants, sauf que je les ai transposés à des situations entre adultes. Donc, c'est-à-dire que j'ai repris des scènes, mais quotidiennes, et qui ne nous choquent pas quand elles sont vécues par les enfants, et je les ai transposées dans des interactions entre adultes pour interpeller, en fait, parce que c'était ma façon à moi de pouvoir prendre conscience en fait de ce que je voulais pas faire, de ce que je voulais pas mettre en place avec ma fille. Et quand je le transposais à des relations avec mon conjoint, par exemple, je me disais oh, mais jamais je me permettrais de lui faire ça. Et comment je peux expliquer que cet enfant qui a besoin d'être protégé, qui est l'être le plus dépendant de nous et le plus fragile émotionnellement, comment je peux accepter de lui faire vivre des choses qui me sembleraient intolérables si c'était moi qui étais à sa place. Donc, en proposant ces illustrations, ça me permettait, moi, d'ancrer profondément que c'était pas du tout ça que je voulais faire avec ma fille et de pouvoir les proposer ensuite aux personnes qui me suivaient en disant voilà, qu'est-ce que vous en pensez, venez, on réfléchit ensemble. Je me suis jamais positionnée et j'espère que ça n'a jamais été pris comme tel, comme une donneuse de leçons parce que j'apprenais moi-même et en jeune maman, jamais je me serais permis d'arriver avec mes gros sabots et de dire je vais vous expliquer comment il faut élever vos enfants. Pas du tout. Donc voilà, c'est des situations qui mettent en parallèle ces relations-là. Et la BD, elle parle aussi de racisme et de sexisme puisque on a un couple de jeunes adultes. Donc le conjoint veut présenter Lynn, qui est sa compagne chinoise, qui est arrivée en France il y a 6 mois. Il va la présenter à sa famille et donc là-bas, elle va être traitée notamment, forcément comme une enfant parce que c'est la thématique du livre, mais avec beaucoup de racisme lié au fait qu'elle soit chinoise, puis beaucoup de sexisme lié au fait que ça soit une femme. Et en montrant ça, j'ai voulu, voilà, donc les gens quand ils lisent la BD, ils ont juste besoin d'imaginer que Lynn c'est une enfant pour comprendre en fait à quel point tout est banal dans ce que j'ai illustré. Et ce que j'ai tenu à apporter dans le livre, c'est en face de chaque image, proposer en fait une alternative parce que c'est facile de dénoncer en disant quand même, par exemple, typiquement, je reprends l'exemple, je regardais, je l'ai là le livre, l'exemple de l'enfant à qui on demande toujours de prêter ses affaires, alors que ça peut être quelque chose d'extrêmement compliqué en fait. Donc là, ça va être à l'envers, mais il y a cette illustration où la conjointe demande à son chéri de prêter sa voiture parce que le monsieur en a besoin. Mais lui, il dit, mais je le connais même pas, je ne vais pas faire ça. Alors, tu es là, attends, ma préférée à moi, c'est dans la baignoire parce que c'est la seule que je faisais encore quand j'ai lu. Ah oui, elle est là. Oui, je l'adore parce que ça m'a... Voilà, donc la maman qui dit, oh, allez, c'est fini, t'as assez... On sort du bain. Bon, j'avoue, parce que je l'ai montré à mes enfants, on en a parlé, parce que moi, je parle de tout avec mes enfants. Hein, donc, je ne suis pas du tout maman parfaite, mais je suis une maman qui parle. Et donc, je lui ai montré ça. J'ai dit à mon fils, tu vois, parce que j'en ai 1 sur 3 que je suis obligée de sortir du bain parce qu'il râle pour y aller. Et quand il y est, il ne veut jamais sortir. Et à un moment donné, voilà, quand il est 20 heures, je dis, bon, ça suffit, tu sors du bain. Je viens te chercher dans 5 minutes. Et je le prends du bain parce que sinon, il ne sort pas. Il s'agrippe. Et je lui ai dit, écoute, tu vois, c'est un petit peu violent que je le fasse comme ça, mais comment on peut faire ensemble pour que ça ne se passe plus comme ça? Donc, alors... Mais en fait, c'est le truc qui a été un peu parfois mécompris, surtout notamment sur cette illustration justement du bain, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas de laisser l'enfant genre se dessécher dans le bain. C'est pas du tout ça. C'est en fait, le livre, il explique que c'est comment on amène les choses. Donc typiquement, pour l'exemple du bain, c'est plutôt que de sortir les enfants sous les bras parce que c'est la fin comme ça, c'est amener comme tu le fais avec ton enfant, c'est-à-dire lui dire, voilà, là, je te préviens, on va bientôt passer à table. Donc, tu peux encore jouer 5 minutes. Puis là, il te reste encore 3 minutes où tu peux encore... vas-y, finis ton petit jeu et ensuite, je te sors. Parce que, en fait, la finalité, c'est qu'il faut qu'il sorte du bain. De la même façon, je reprends toujours l'exemple de traverser la rue avec mon enfant. Ma fille, quand elle était plus petite, bon, encore aujourd'hui, mais... évidemment que j'attendais d'elle qu'elle me tienne la main pour traverser la route, mais entre tenir son enfant par la main en le tirant en arrière, en lui disant tu traverses pas sans moi parce que c'est comme ça, et se mettre à la hauteur de l'enfant, lui expliquer tu es petit, les voitures ne peuvent pas te voir, c'est important, c'est que tu puisses traverser avec un adulte. En fait, le résultat est le même, les parents traversent avec leur enfant main dans la main, sauf que ça a été amené d'une façon différente.
Et par exemple, pour l'exemple, donc j'étais sur celui où il faut qu'il prête, la proposition donc, de la formulation, c'est je te propose qu'on mette de côté les jeux que tu ne veux pas partager et on laisse à disposition les autres pour que tu puisses jouer avec les enfants. En fait, on n'apprend pas à nos enfants à ne pas partager, on apprend à respecter qu'il y a des choses pour eux qui sont trop violentes. Enfin, moi, je ne sais pas, il y a des choses que je n'aurais pas envie de partager. Clairement, quand je suis chez moi, que je vais faire une grosse soirée, il y a des choses que je mets à l'abri parce que j'ai pas envie que quelqu'un s'en empare, qu'on l'abîme ou ce genre de choses. Et tout ce qui est OK pour que les gens se servent, je le mets à disposition. Et je me dis, pourquoi ne pas faire la même chose avec un enfant? On invite des amis, on va au parc, je sais pas, on emmène au parc que ce que tu seras OK de partager avec les enfants de là-bas. Ou on met à disposition des enfants qui vont venir que ce que tu acceptes de prêter. Et donc voilà, c'est vraiment, ce livre, il est vraiment là pour ça, c'est montrer donc les situations vécues par les adultes et proposer à côté qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener cette façon de faire avec l'enfant. Là, sur celle-ci, où classiquement, dans les supermarchés, les personnes se permettent de venir pincer les joues de nos enfants, dire « Ah, t'es trop mignon, t'es machin ». Forcément, transposé aux adultes, ça paraît impensable. Et à côté, j'ai noté « Si tu n'as pas envie d'un câlin, tu peux refuser ». Donc, on parlait des notions de consentement tout à l'heure. Accepter que son enfant n'a pas envie d'embrasser des gens qu'il ne connaît pas, qui peut dire au revoir ou bonjour avec un simple signe de la main sans avoir besoin forcément d'embrasser les gens avec qui il est. Ça, c'est déjà respecter son intégrité, les limites qu'il a de son corps. Et il y a des gens qui sont pas tactiles, il y a des enfants qui sont pas tactiles, il y a des enfants qui n'aiment pas les bisous et il y a des enfants que ça peut mettre extrêmement mal à l'aise. Et en acceptant ça, c'est pas nier la politesse. En fait, il y a d'autres façons d'y arriver et c'est pas parce que on laisse pas son enfant être touché dans le supermarché que c'est un sauvage ou machin. Non, en fait, moi non plus, j'ai pas très envie qu'on m'embrasse dans les rayons d'un supermarché, quoi. Absolument. Mais c'est vrai, donc franchement, ta BD, elle permet en un coup d'œil de prendre conscience de plein de choses. Et aussi, pour moi, c'est vraiment sont des propositions. Donc, à chacun de se remettre en question et de faire le petit travail de questionnement intérieur qui va l'amener peut-être à changer d'angle, tout simplement. Un peu plus lent. Donc, Le Seuil, qui est sorti donc en février de l'année dernière et qui est une BD entièrement en noir et blanc. Qui raconte l'histoire de Camille qui est empêtrée dans une relation toxique. Donc là, j'ai choisi de prendre en tant que protagoniste des jeunes adultes parce que je trouvais que dans la thématique des violences conjugales, des relations toxiques, souvent on l'abordait avec des personnes qui étaient déjà liées par un bien commun, donc une maison ou des enfants avec un certain âge bloqués professionnellement parce que l'un des deux ne travaille plus, voilà, parce qu'il y a la violence économique qui s'installe avec une dépendance économique de l'autre. Donc j'ai voulu créer des personnages auxquels des jeunes personnes pouvaient s'identifier parce que je trouvais que c'était pas facile d'identifier la violence quand on est un jeune adulte qui se construit et de pouvoir avoir des personnages qui nous ressemblent, qui sont étudiants, qui viennent juste de prendre un appartement ensemble. C'était parfois ce qui pouvait manquer dans le paysage un peu littéraire, médiatique autour de cette thématique. Et donc là, ça s'appelle donc Le Seuil parce que Camille est vraiment au seuil en fait de la tolérance, mais aussi au seuil de la sortie de cette relation. Et elle a conscience, dès le début du livre, on est sur la fin de la relation, elle a déjà pris conscience qu'elle était dans une relation toxique et violente. Et en fait, elle essaye de trouver les clés et de saisir les mains tendues pour s'en sortir. Et donc, quel est ton message avec le message que tu veux transmettre avec ce livre? Eh bien, vraiment, ma priorité, c'était de pouvoir m'adresser à un jeune public et pouvoir leur permettre donc, de s'identifier. Et ensuite, dans la BD, j'ai voulu montrer plusieurs choses. Déjà que c'était important de s'en sortir par soi-même, que c'était une décision qui ne devait être prise que par soi-même. Si on est extirpé par nos proches, c'est compliqué parce qu'on aura tendance à replonger dedans. C'est important de toucher le fond, malheureusement, pour trouver l'impulsion pour remonter et s'en sortir. Et c'était important pour moi de montrer que les mains tendues, même quand elles sont faites complètement inconsciemment de ce qui se passe dans notre vie privée, elles jouent un rôle déterminant. Et là, dans l'histoire, il y a plusieurs personnes. Il y a l'amie de Camille qui lui facilite des choses administrativement. Donc, elle ne la sort pas de la relation, mais elle lui apporte des papiers pour trouver du boulot, trouver un appartement, sans
rien demander. Il y a la présence d'un jeune homme qui, en gros, lui fait comprendre que ce qu'elle est en train de vivre, c'est absolument pas possible. Et il y a ce prof qui croit désespérément en elle, même si c'est notre chute et qu'elle perd du poids et tout ça, qui continue de la valoriser. Et toutes ces mains tendues, elles contribuent au fait qu'elle prend confiance et elle accepte en fait de dire stop, de dire non et de partir. Et voilà, c'était une sorte d'hommage à toutes ces personnes de l'ombre qui parfois ne se rendent pas compte de l'impact qu'elles peuvent avoir sur nous. J'y pense souvent, moi, quand je suis dans la rue, j'essaie de s'ouvrir aux gens, même si des fois j'ai l'air une folle alliée. Mais je me dis, je sais que moi, j'ai déjà croisé des sourires qui ont changé une journée et je trouve que toute cette façon, tous ces actes désintéressés, purement humains ben, ils peuvent changer les choses. Et moi aussi, dans ma relation, c'est des personnes que j'ai pu, bah, des amis qui étaient proches, mais aussi des personnes qui ont à peine croisé mon chemin, qui m'ont donné une sorte d'impulsion, de confiance en moi, de valorisation de qui j'étais, qui m'ont permis de me dire, ok, tu vaux quelque chose, tu n'as pas besoin de lui, tu peux partir et tu pourras t'en sortir sans lui. Donc voilà, c'était le parcours d'une personne qui va s'en sortir et qui va s'en sortir par elle-même, et en même temps un petit hommage à toutes ces petites mains tendues innocemment et inconsciemment. Merci beaucoup. Waouh, ça me donne envie de le lire très, très vite. Voilà, mais nous arrivons tranquillement à la fin de cette émission. Nous raconter, nous dire un petit mot sur la thématique qui est vraiment de la violence éducative ordinaire à la violence tout court. Qu'est-ce que là, ça t'inspire après tous nos partages? Un petit peu le mot de la fin. Eh bien, bah, c'est un peu ce par quoi j'avais commencé, c'était de prendre conscience que tout est lié et que quand on ne prend pas conscience de la violence qu'on a pu vivre plus jeune, on ne pourra pas prendre conscience des relations toxiques dans lesquelles on pourra s'empiétrer, qu'elles soient professionnelles, amicales, amoureuses. Et aujourd'hui, c'est important de pouvoir prendre la parole sur ces thématiques, de pouvoir sortir du silence et du tabou pour que de nouvelles personnes puissent s'identifier à la fois à la violence éducative, mais à la violence conjugale, et que demain, on ait une armée de personnes armées justement pour dire stop et dire non à tous ces comportements abusifs qui viennent de parents ou de conjoints ou d'amis, voilà, patrons et j'en passe. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire stopper la violence chez les personnes parce qu'elle est installée. Par contre, on peut préparer les personnes à dire stop à cette violence, à ne pas la tolérer, à ne pas l'accepter, et avec de plus en plus de conscience que cette violence existe et comment elle existe. Parce que voilà, je parlais de violence économique aussi tout à l'heure, c'est des violences qui ne sont pas forcément connues, les violences numériques aussi, quand on est surveillé par son conjoint ou sa conjointe, qui trace là où on va, l'isolement social et tout ça, ce sont des violences qui sont présentes et qui ne sont pas tout de suite identifiables. Et plus on en parlera, plus on donnera la parole à des gens qui peuvent les noter, les marquer, les identifier et préparer les gens à ces violences-là, plus elles seront identifiées rapidement par ces personnes une fois qu'elles seront dans une relation comme ça. Et voilà, je pense que libérons les paroles et écoutons les victimes en valorisant en fait leurs mots. Et pour parler de violence éducative, c'est important aussi que nos parents puissent valoriser ce qu'on a à leur reprocher. Et c'est comme ça en fait qu'on peut créer de nouveaux liens. Moi, c'est ce qui s'est passé avec mes parents, en valorisant ce que j'avais pu ressentir, en le remettant un peu en doute. Ils m'ont permis de trouver vraiment une vraie paix avec moi et avec eux, leur trouver des circonstances atténuantes et du coup, prendre conscience que ce que j'avais ressenti, toute cette injustice, elle était réelle et qu'elle n'était pas remise en doute par eux. Donc voilà, si on a des choses à vous reprocher, acceptez de les entendre. Ça peut être douloureux, mais vous ferez beaucoup de bien en vous excusant et en acceptant que vous n'avez pas été parfait et voilà, on peut s'excuser et avancer et créer de nouveaux liens, quoi. Merci beaucoup. Oui, la validation, c'est une étape essentielle pour vraiment guérir en profondeur. Et c'est vrai que certains parents ne le font jamais et certains adultes restent un petit peu bloqués plus longtemps parce qu'ils n'ont pas été reconnus dans leur souffrance réelle.
Merci beaucoup, Fanny, pour cet échange, mais hyper riche. Moi, j'ai envie de rester encore un tout petit peu avec toi pour te demander de nous partager une anecdote en lien avec tout ça. Et ce sera vraiment, vraiment cette fois-ci la fin. Donc, une anecdote. Ah, moi, j'ai cru que c'était toi qui allais m'en raconter une, j'étais trop Je t'invite à me j'étais trop raconter une anecdote, je suis sûre. Attends, comme tu as un petit coup de crayon tellement précis, je me dis que tu dois en avoir tout plein dans ta petite tête, quelque chose qui en lien avec cette histoire. Je Eh te... ben, j'ai une anecdote, mais c'est pas vraiment une anecdote, c'est une nouvelle. C'est que je travaille actuellement sur une nouvelle BD et cette BD, donc elle sortira en novembre aux éditions Le Duc. Et en fait, cette BD, elle parle encore donc de l'impact de l'éducation sur la construction d'une personne. Donc on parle de la naissance jusqu'aux 15 ans de ma protagoniste dans l'histoire. Et dans cette histoire, je parle de la résilience naturelle des enfants et surtout, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que c'est quelque chose qui a jalonné ma vie, du pouvoir en fait salvateur de l'imagination et comment on trouve son salut en montant à bord de son imagination pour essayer de s'extraire parfois un quotidien un peu douloureux. Et donc voilà, je rends un peu hommage à cette magie de l'imaginaire qui peuple les pensées de nos enfants et qui doivent continuer de peupler nos imaginaires parce que c'est important et c'est aussi comme ça qu'on construit de nouveaux récits pour changer les choses voilà, sur des thématiques autres, hein, écologiques. Voilà, c'est comme ça qu'on crée de nouvelles histoires et qu'on peut voilà, bouleverser un petit peu les codes. Voilà. Donc ça sortira en novembre et je suis en train de plancher dessus. Elle fera 160 pages, je crois. Ça va être un gros bébé. Voilà, je la fais juste avant d'accoucher. Comme ça, j'accouche de deux choses. Une BD et un bébé, ça sera bien. Génial. Ah ben, je vais me tenir au courant de ton actualité pour me l'offrir dès que ce sera sorti. Encore merci, Fanny, pour ta présence, tes mots, ta vision et ta sagesse, parce que justement, dans la sagesse ancestrale, c'est ce qu'on dit, chaque être humain, chaque être humain a une sagesse, et là, tu nous as déposé toute ta sagesse. Merci beaucoup. Merci Nadège. J'ai l'intention de te réinviter dans une prochaine émission quand tu auras ton petit bébé, quand il aura pour reparler un petit peu voilà, de cette nouvelle naissance et de ce que ça t'a apporté, de comment ça t'a encore plus ouvert l'horizon. Je serais vraiment ravie. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager, abonne-toi, active la cloche de notification et si tu as envie de passer de maman réactive, qui n'est pas satisfaite de sa vie de femme et de maman actuellement, à maman souveraine, celle qui prend soin, une maman consciente, présente, bienveillante, dans la barre de description de cette vidéo, découvre la pause sacrée de maman. Ça pourrait bien changer ta vie.